Aujourd'hui, on parle du lien parent-enfant avec Sophie Ferrat, psychologue. Bonjour Sophie. Salut Loïc. Tu es psychologue et tu tiens une consultation à Épande. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, donc je suis très heureuse d'avoir mon cabinet de psychologie à Épande, où je reçois toutes les personnes qui en ressentent le besoin, mais avec un intérêt particulier pour les familles. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue dans ce podcast de Haut en couleur et je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. On se connaît depuis longtemps, donc vous allez certainement voir certains moments de familiarité parce qu'on se connaît bien. Et j'aimerais parler avec toi justement de ce lien parent-enfant qui pour nous est fondamental chez Motif parce que c'est vraiment quelque chose qu'on sent qui est utile pour améliorer la scolarité, les devoirs, la manière dont l'enfant se comporte. Et c'est pour ça que j'ai quelques questions à te poser à ce propos, notamment une question par rapport à quels sont tes conseils en tant que toi psychologue pour éviter les cris à la maison, notamment pour faire avancer les devoirs, faire même avancer les choses à la maison. Souvent, on a plusieurs témoignages de parents qui disent que s'ils ne crient pas, en fait, rien ne bouge. Est-ce que toi, tu as quelques astuces, quelques conseils ou un point de vue à ce propos? Alors déjà, le lien parent-enfant, il se crée du moment que le bébé est là. Ça, c'est déjà une première chose. Et plus on va pouvoir renforcer ce côté sécurité parent-enfant en développant ce lien, et plus on va savoir comment réagir face à l'enfant, parce qu'on va pouvoir le comprendre, tout simplement. Alors après, bien sûr que les devoirs, ça reste très souvent un point sensible. Déjà, les enfants, ils rentrent, ils sont fatigués. Ils n'ont plus envie de parler de l'école, ça c'est clair. Donc, la première étape, je dirais, c'est que il faut que ça soit un petit peu ritualisé. Comme ça, l'enfant, de nouveau, on retourne dans ce cadre sécurisé. L'enfant, il sait exactement comment ça va se passer. Ok, maintenant je suis rentrée de l'école, alors soit je commence par faire mes 4 heures, souvent c'est en fin d'après-midi, soit je fais déjà une partie des devoirs, ensuite on coupe, on fait les 4 heures et on continue après. C'est vraiment en fonction du contexte, de ce qui arrange les parents et aussi de l'enfant, de son état, de ce qu'il a eu l'après-midi, de son état de fatigue, de concentration, etc. Après, c'est pas figé. Ça veut dire qu'on peut aussi l'adapter. On a normalement une séquence bien définie, et puis on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, non, ça le fait pas. L'autre enfant, il n'est pas du tout à ce qu'il est en train de faire. Il commence à se bouger, à détourner le regard, à plus rien écouter. C'est peut-être le moment de faire preuve de flexibilité puis de se dire ok, on fait une pause 10 minutes. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de long parce qu'après, sinon, on reporte juste le problème avec la fatigue supplémentaire. Mais on doit s'adapter à l'enfant et puis de se dire maintenant, on fait vraiment quelque chose qui n'a rien à voir pour pouvoir reprendre après dans de meilleures conditions. Après, il y a différentes manières aussi dont les profs organisent les devoirs. Donc, il y a certains professeurs qui donnent les devoirs le lundi pour toute la semaine. Donc là, si notre enfant a un peu de difficulté à rester concentré longtemps, peut-être favoriser les fiches qui vont pour le lendemain. Puis se dire, en fait, ma foi, on en fait un petit peu tous les jours, mais ça diminue le temps où l'enfant doit faire ça à la maison, alors qu'il aurait peut-être envie d'aller jouer dehors ou faire un puzzle ou un dessin ou je ne sais quoi. Si c'est donné du jour au lendemain, là, la question, elle ne se pose pas à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est la flexibilité par rapport à l'état de l'enfant et à notre état aussi. Parce qu'on peut aussi être plus fatigué, plus stressé, plus vite énervé parce qu'on a eu un truc qui s'est mal passé dans la journée. Et on va aussi amener ça. L'enfant est une éponge, donc on arrive fâché. Il ne sait pas pourquoi, mais il va aussi être un petit peu en tension. Oui, on sent le niveau de la maison qui monte. Exactement. Et à ce moment-là, comment on peut demander à un enfant qui doit déjà peut-être faire quelque chose dont il n'a pas très, très, très envie, de rester calme, posé, attentif, si à côté de lui, il sent qu'il y a quelqu'un qui en a juste pas envie non plus, qui est fatigué, qui en a marre. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de régulation, d'autorégulation. C'est de réussir à se mettre ensemble et d'avancer ensemble petit à petit. Et puis si ça ne marche pas, on fait une petite pause et on reprend après. Voilà, c'est vraiment ça. Aller au rythme, mais au rythme des deux. Des deux. Et par rapport il y a cette notion qui est ressortie souvent quand on dialogue avec des parents, un peu cette culpabilité de crier. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça? Est-ce que
c'est quelque chose, comment dire, il y a des parents qui disent mais si je crie pas, ça avance pas. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que c'est normal, justement c'est au niveau de tension de la journée et puis on réagit et c'est une escalade. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement adopter une autre attitude pour que les choses se passent bien, et notamment les devoirs, parce que c'est vraiment le sujet qui nous intéresse ici, mais de manière générale, ça peut être pour ranger la chambre ou autre activité. Mhm. Alors, effectivement, souvent, quand on ne sait plus quoi faire, on crie. On est humain, on n'est pas des machines, et c'est normal, on perd notre calme. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être juste revenir un petit peu en arrière, puis sentir monter. Puis quand on sent que ça monte, on se dit, ok, c'est peut-être le moment de la pause que je disais avant. Mm-hmm. Donc, ça peut être même le temps d'une musique qui nous apaise, parce que si on s'énerve, c'est que nous, on n'est pas disponible pour accueillir ce que peut-être l'enfant il a, peut-être que ce soit un manque d'intérêt, que ce soit justement pas envie de le faire, ou peu importe quelle raison. Mais si on se met à crier, c'est que nous, on n'est plus disponible pour gérer les émotions de notre enfant. Et donc voilà, peut-être c'est à nous de faire le pas, de reculer un coup, puis de se dire de quoi j'ai besoin moi maintenant. Lui, il doit faire ses devoirs, on est bien d'accord, ou il doit ranger sa chambre, ou peu importe quoi. Mais moi, là maintenant, je peux pas. Donc même ce soit aller dehors 5 minutes, prendre le soleil ou crier un coup, ça peut faire du bien aussi. Parce qu'on le conseille aussi aux enfants. Quand il y a un trop-plein, quelque chose, il doit extérioriser. L'adulte, c'est la même chose. Et comme je disais avant, l'enfant est une éponge. Donc si l'adulte ne se prend pas en compte et insiste, alors que lui, il est arrivé au bout de ses capacités, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Ça va pas fonctionner. Et puis on arrive au cri. Et le parent crie, l'enfant, ça va être encore pire. Et puis, on gère plus rien. Et là, ça devient vraiment problématique pour tout le monde, parce qu'il faut redescendre de ça. Et c'est des fois très très compliqué de retrouver un moment calme pour pouvoir reprendre là où on en était, puis recommencer. Et puis, voilà. Donc en général, c'est ça, c'est de s'écouter. Maintenant, là, je peux plus. Alors je te laisse 3 minutes. Moi, je vais faire quelque chose d'autre. Je me fais un café, je me fais un thé, je vais dehors, je m'écoute ma chanson préférée, mais je coupe le cycle, parce que c'est un peu un cycle. Ça monte, ça monte, ça monte, ça explose, et puis après, on reste dans cet inconfort général où le parent culpabilise parce qu'il se dit « mais j'aurais pas dû, parce que ouais, je sais que c'est pas très cool, qu'il est fatigué. » Oui, mais c'est humain. Donc culpabiliser, c'est une réaction normale qui n'apportera rien d'autre que le fait de ruminer, et puis peut-être même des fois de rendre ça chronique. Parce qu'ensuite, quand notre corps et notre esprit n'est pas d'accord avec ce qui vient de se passer, on s'en veut, on y repense, et puis on se dit peut-être demain ça va recommencer. Et puis très souvent, qu'est-ce qui se passe? Demain ça recommence. Puis là on se dit super, ça fait 2 jours de suite. Puis il reste encore 3 jours d'école. Et puis en fait, on rentre dans un cycle comme ça, dans lequel on s'en sort plus. Et c'est vraiment dommage, parce que ça devient, pour l'enfant et pour l'adulte, le gros moment de stress de se dire « Ok, il va rentrer », ou alors, pour l'enfant, « Oh mon Dieu, je vais devoir faire mes devoirs ». Et puis en fait, on se crée ça. Alors c'est vraiment le fait de couper, de dire « Non, je sens que ça monte, je m'arrête, je fais autre chose ». Ça n'a pas besoin d'être long, mais juste redescendre. Même pour à l'heure actuelle, des personnes qui sont déjà rentrées dans ce cycle de justement de dire maintenant je fais l'étape de coupure, ça peut permettre de briser ce cycle, ou il faudrait éventuellement aller un petit peu plus loin, se faire peut-être un accompagnement, ou qu'est-ce que toi tu en penses? Ça va dépendre des personnes. Ça va dépendre des personnes. Il y en a qui vont réussir à peut-être gérer ça tout seul, en se rendant compte. Le fait de conscientiser comment les schémas se créent, ça peut permettre de soi-même avoir le recul, puis de se dire « Ah oui, c'est maintenant ». C'est de reconnaître les moments clés, en fait. Il y a d'autres personnes, c'est plus compliqué, parce que c'est quelque chose qui se fait très inconsciemment. Hein. Sinon, ce serait facile de changer tous les mauvais comportements, enfin, en tout cas, tous les comportements qu'on considère qui ne sont pas favorables, on dira. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Donc, un accompagnement là-dessus, oui, ça peut vraiment être utile, tant pour l'enfant que pour l'adulte. Parce que c'est des processus qui vont fonctionner un peu dans le même genre, mais qui va être différent selon qu'on parle de l'adulte ou selon qu'on parle de l'enfant. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça nous donne un éclairage effectivement
des fois ces ambiances familiales, ce que nous on a fait un petit peu ressortir aussi dernièrement sur les sujets qu'on a travaillé avec une formation sur le rôle des parents, où justement il y a cette posture-là d'essayer de regagner un peu de sérénité, parce que c'est vrai qu'on voit dans les témoignages des parents beaucoup de frustration par rapport à ça, et c'est vrai que l'idée de rompre le cycle avec des petites pauses, nous on propose des temps de travail justement plus courts, dire voilà, genre il y a le système Pomodoro qui je ne sais pas si tu connais, qui est le système où en gros tu travailles 20 minutes, tu fais une pause de 5 minutes, tu retravailles 20 minutes, tu fais une pause de 5 minutes. C'est une manière de faire que je trouve positive, parce que ça va justement créer ces espaces que tu dis de respiration, mais en même temps de pouvoir être concentré sur la tâche pas trop longtemps avant que la distraction s'installe. Après, il y a quelque chose, je m'excuse, je te coupe, qui peut être mis en place aussi, c'est que souvent, les enfants, ils ont certaines matières qu'ils apprécient plus que d'autres. Et ça peut être quelque chose de dire, ok, là, il n'a pas très envie maintenant de commencer. Typiquement, les premières 20 minutes, des fois, c'est un petit peu compliqué de se mettre à la tâche. Quand on regarde les devoirs, on dit, ah, mais cette fiche, ça, t'adores faire. Est-ce que tu commences par ça? Puis comme ça, tu vas voir, tu vas être super content de toi, ça va être vite fait. Parce que c'est un peu ça, si on motive l'enfant, il a aussi plaisir de le faire, puis il est fier de lui quand il l'a terminé. Il y a des enfants qui disent « Ah, j'ai mes devoirs à faire. » Puis je dis « Mais champion, tu commences, regarde ça, dis-moi, franchement, tu trouves ça difficile ?» Puis il va regarder « Mais non, trop facile. » « Ah, trop facile. » Et puis le suivant. « Ah, mais oui, mais ça, c'est trop facile aussi. » Puis en fait, on les motive. Et puis là, on crée un cycle plutôt positif, où il a envie, puis il est tellement content. Puis « Ah, mais t'as vu? Mais en fait, j'ai déjà fini. Ma fiche, elle est faite. » Puis en fait, les 20 minutes qu'on avait prévues pour la faire, ça se transforme en 10 minutes. Oui. Je lui dis, t'as vu comme c'était rapide, puis t'as vu comme t'as super bien réussi. Puis là, il est hyper fier, et il est hyper motivé, et il est hyper dans le trop chouette, on continue. Puis comme ça, après, c'est fini. Parce qu'il y a ça aussi, de dire, t'as vu ça, cette fiche, elle est faite, ça veut dire qu'il en reste plus qu'une. Oui. Tout de suite, on rentre dans une dynamique beaucoup plus positive. Exactement. Et il y a vraiment de la confiance qui se développe chez l'enfant, qui se dit je suis capable, donc si je suis capable, je peux aller plus loin. Et puis le parent aussi, il dit ça marche, ça avance. Et c'est vrai, souvent, ce qu'on veut en tant que parent, c'est que les choses avancent. Donc, c'est un bon conseil, oui. C'est ça. Des fois, voilà, de commencer par quelque chose que l'enfant va avoir plaisir à faire, ça met une autre ambiance. C'est sûr que s'il a, j'en sais rien, une grande fiche d'écriture, puis qu'il est déjà démotivé parce qu'il va devoir s'appliquer à faire des lettres, réfléchir s'il doit accorder, etc., il va voir sa fiche, il va dire, mon Dieu, mais ça n'en finit pas sans avoir commencé. Il n'est pas dans le même état d'esprit. Que tout à coup, j'en sais rien, il aime les maths, puis il va faire ses calculs, et puis puis ça va vite. Après, il voit sa fiche, puis il va se dire, mais en fait, voilà, on a fait les maths en 10 minutes, j'ai encore 10 minutes si on suit ton plan, 20 pauses, etc., je fais déjà la moitié de la fiche. Tout à fait. Puis quand il a la pause, puis qu'il reprend, il ne reste plus que la moitié. Puis il va se dire, c'est trop cool, parce qu'en fait, il y a déjà une bonne partie de faite. Donc voilà, c'est vraiment c'est ça. C'est inverser ce côté négatif en le remplaçant par quelque chose de chouette. Tant qu'on peut. Oui, effectivement, il n'y a pas toujours des devoirs positifs à faire. Non, c'est pas toujours facile. Quand on voit typiquement, ça m'a fait penser aux devoirs d'écriture, il y a des enfants, et j'en connais au hasard, qui n'aiment pas du tout les devoirs d'écriture parce que justement ça demande beaucoup d'application, beaucoup de patience, et que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Mais quand c'est le seul devoir à faire, faut quand même y aller, quoi. Oui, alors ça c'est clair, c'est pas toujours super chouette, on est bien d'accord. Après, voilà, c'est de dire, c'est un petit moment comme ça, et puis peut-être justement trouver des petites choses qui peuvent quand même lui plaire, ou tout. Ce qui est vraiment, je pense, important, c'est de le valoriser. Il le fait, ça n'a pas été un moment cool pour lui de le faire, lui dire, mais t'as super bien écrit ce mot. T'as vu, franchement, tu peux être fier de toi, parce qu'alors là, tes lettres, mais elles sont vraiment parfaites, quoi. Puis comme ça, on lui remet quand même quelque chose où il va se dire « Ah, mais en fait, ouais, j'ai bien réussi. » Puis généralement, c'est très drôle parce qu'on les voit, après, ils s'appliquent. Puis ils regardent. Quand est-ce que je vais avoir le compliment? Mais oui, mais c'est normal. On est tous comme ça, et encore plus les enfants, ils ont besoin d'être valorisés, etc. Et c'est vrai que après, c'est drôle parce que vraiment, ils changent l'optique. C'est plus le devoir de français où je dois écrire, c'est... T'as vu comme t'es fière de moi parce que j'ai super bien écrit.
Et ça amène aussi une autre dynamique. Oui. Merci. Et je propose justement de parler un petit peu de ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. J'ai un terme que j'ai beaucoup apprécié, c'est un peu des défis d'apprentissage. Ça peut effectivement regrouper simplement des enfants qui ont des difficultés, voilà, simplement, du moins simplement, non, en fait, c'est jamais très simple, qui ont de la problème de motivation, ou alors qui ont vraiment des troubles de l'apprentissage, type la dyslexie ou le TDAH. Comment accompagner son enfant en tant que parent quand l'enfant ressent ce sentiment d'échec parce qu'il est mis en difficulté par le système scolaire, et comment nous en tant que parents on peut aller vers cet accompagnement-là pour que les enfants se sentent mieux, parce que c'est vrai que c'est une situation que nous on rencontre fréquemment, et ce serait intéressant voilà, d'avoir ton point de vue à ce propos. Alors oui, c'est vrai que malheureusement ils sont souvent mis en échec, comme tu dis. Et plus ils sont mis en échec, et plus ils vont se mettre dans la tête, je suis nul, j'y arrive pas. Les autres, ils arrivent, ça facile, et chez moi, ça marche pas. Donc, j'ai un problème, donc je suis nul. Et là, il faut remettre des objectifs, mais des objectifs, bien sûr, qu'on voit, je dirais, qui soient accessibles à l'enfant en question. Ça va pas être les mêmes objectifs qu'un enfant qui a aucun problème de lecture. On va pas lui demander de lire la même quantité de lignes, de pages qu'un enfant qui est dyslexique, parce que ça va pas être la même concentration qu'on va lui demander. Donc c'est vraiment ça, c'est de mettre des objectifs atteignables pour qu'à chaque fois qu'il l'atteint, on lui dise « Hey, yes, trop bien !» Tu vois, pour maintenant, c'est fait. Et puis, ça va être du coup aussi de lui donner un rythme différent. On ne va pas lui demander de faire 1 heure de lecture. Enfin, ça va être complètement... c'est disproportionné. Mais oui, c'est ça fait pas de sens. Donc ça va être plus court, des objectifs qui sont possiblement facilement atteignables pour lui. Puis petit à petit, il va mettre ses stratégies en place. Parce qu'on fonctionne tous par stratégie. Oui. Donc même des enfants qui ont plus de difficultés, ils font quand même aussi, mettent en place aussi leur stratégie à eux pour arriver. Donc plus on leur laisse le temps de les trouver, après ça va fonctionner beaucoup plus vite. Oui, effectivement. C'est ça. Et après, voilà, ça va être d'encourager beaucoup, de trouver une motivation. Un enfant qui va aimer, je ne sais pas, écouter de la musique ou dessiner ou faire un sport, j'en sais rien, va le récompenser. T'as super bien travaillé pendant tant de temps. Franchement, je suis fière de toi. Maintenant, tu peux aller jouer, tu peux faire le dessin. Je t'accompagne pour le faire. C'est ça aussi, c'est d'être présent pour l'enfant. C'est vraiment travailler justement sur le lien parent-enfant. Oui, c'est exactement ça. C'est de pouvoir vraiment le comprendre et puis de s'adapter à lui, mais en lui montrant qu'on le respecte et puis qu'il ne vaut pas moins bien qu'un autre. Au contraire, on est tous différents. Puis peut-être rappeler ça. Mais en fait, tu sais, peut-être ton copain, il lit plus vite, mais qu'est-ce que ça peut faire? On est tous différents. Puis ton livre, tu vas aussi réussir à le finir. Donc, c'est juste ça, le revaloriser, vraiment. Et puis avancer à son rythme. Ne pas lui demander de faire des choses... Parce que maintenant, c'est sûr qu'on met tous les enfants dans des catégories, doivent tous arriver à la fin de la 3H en ayant tous ces objectifs-là qui sont atteints. Alors oui, bien sûr que sur le plan pédagogique, ils sont obligés d'avoir un plan. Mais à la maison, c'est le moment où vraiment on va pouvoir le prendre, lui, en tant que personne, en tant qu'individu, avec ses forces et ses faiblesses, et puis l'accompagner peut-être là où il y a des faiblesses. Et pour toi, est-ce que le parent doit intervenir en apportant son aide, c'est-à-dire vraiment dans dire filtrer ce que l'école demande, si l'école n'est pas compréhensive, ce qui malheureusement peut arriver dans certains cas, dire non mais fais pas autant, fais un petit peu moins, mais t'es sûr d'y arriver, plutôt que de pousser trop loin, au-delà finalement, que c'est au-delà des compétences à l'heure actuelle de l'enfant. Il pourra y arriver peut-être plus tard, mais qu'aujourd'hui... tu penses que par rapport à le parent qui prend cette responsabilité-là de dire stop, comment il peut réussir à finalement faire avec sans sentir de la culpabilité, de dire mon enfant va beaucoup moins vite que les autres, je le mets en situation d'échec, mais je sais que j'ai pas le choix parce que sinon il n'y arriverait pas et il va se démotiver.
comment un peu, on revient un peu sur la question aussi de la culpabilité au final. Comment réussir à vivre ou à se dédouaner de cette culpabilité, à dire bah, ok, je l'assume, c'est ce qu'il faut. Parce que c'est vrai que c'est souvent un ressenti que nous on a dans les témoignages, c'est dire mais je vais à contre-courant du système scolaire, j'aime pas ça, mais j'ai pas le choix, mais j'aimerais qu'il soit comme tout le monde. Comment travailler aussi sur la culpabilité, non seulement de l'enfant qui se sent en échec, mais du parent qui se sent aussi responsable vis-à-vis de cette situation-là. Alors par rapport à l'école, je pense que ça peut être bien d'avoir une discussion avec les professeurs. De dire, ben voilà, en fait, quand on fait les devoirs, ça prend plus de temps parce qu'il a cette difficulté-là, peu importe laquelle. Et puis, peut-être de mettre en place avec les profs. Parce qu'effectivement, on ne peut pas le faire... Enfin, on peut, mais ça va être compliqué pour l'enfant après. Parce que quand il est en classe, ben, il est en classe. Et puis, s'il n'a pas vu tout ce que la matière... Enfin, tout ce qu'il est censé avoir vu dans les matières, ben, le programme, il va continuer sans lui. Donc, ça peut accentuer sa mauvaise estime de soi, le fait de dire je suis différent, de culpabiliser, de ne pas y arriver. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense que ça doit être vraiment fait en équipe, avec les professeurs, avec peut-être des professeurs spécialisés suivant les difficultés, pour pouvoir créer un peu un programme sur mesure, qu'il n'y ait pas cette grosse différence en classe, qu'il y ait peut-être d'autres fiches, parce que c'est possible aussi d'adapter. Voilà, certains vont faire quelque chose d'un peu plus avancé. Lui, mais il fait une fiche, la même chose que les autres. C'est juste, elle est faite pour son niveau, avec les difficultés, là où il arrive à remplir. Tout à fait. Mais je pense que vraiment, ça doit être un travail d'équipe. Pour enlever la culpabilité des parents en disant « je fais mal, je fais faux, mais je fais au mieux pour mon enfant ». Oui, mais du coup, c'est quelque chose qui se regarde avec les professionnels aussi. C'est mon point de vue. Pour moi, ça doit être fait comme ça pour que ça soit le moins culpabilisant pour tout le monde. Oui. Parce qu'après, les professeurs, si tout à coup un professeur n'est pas au courant qu'il y a une difficulté chez l'enfant, il ne va pas comprendre pourquoi l'enfant il n'y arrive pas. Donc il va insister en disant mais c'est quand même pas compliqué, j'ai déjà expliqué 20 fois. Du coup, chez l'enfant, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est vrai qu'il m'a déjà expliqué 20 fois, puis je ne sais toujours pas. Donc ça ne fait pas de sens non plus d'y aller comme ça. Il y a meilleur temps d'y avoir une discussion claire. Voilà, maintenant on sait que notre enfant, il est dyslexique ou il a un trouble d'attention, ou peu importe ce qu'il a. Donc il faut qu'on adapte. Et comment on fait ? Et maintenant, il y a quand même de plus en plus d'enfants qui sont dans ces cas de figure. Donc il y a de plus en plus d'enseignants qui savent assez bien gérer ces choses-là. Alors c'est pas du 100%, on est d'accord, mais je dirais au moins ils essayent. Ils essayent d'adapter pour que chaque enfant se sente le mieux possible dans sa classe et évolue à sa vitesse. Donc, mais il faut en parler. Oui, tout à fait, je te rejoins largement là-dessus. Le système scolaire a quand même évolué, les enseignants et les enseignantes aussi, qui vraiment prennent de mieux en mieux en compte ce genre de phénomène. Et puis, nous, on soutient complètement cette idée du travail d'équipe, où c'est vraiment une relation, genre presque on va dire tripartite, entre les parents, les enfants et les enseignants, pour créer ce contexte d'apprentissage qui convient bien. Et notamment, je pense aux situations de redoublement, où typiquement certains cantons disent non, il n'y a plus de redoublement, et d'autres cantons qui disent oui, non, on maintient le redoublement. Et je pense qu'il y a dans cette relation de confiance qui va se créer entre les différents partenaires, on va réussir à éviter cette situation de redoublement, où malheureusement des fois ça fait partie du parcours de l'enfant. Il n'a malheureusement pas le choix de passer par un redoublement pour différentes raisons. Comment vivre par rapport à cette situation de redoublement ? On retombe un peu, j'ai envie de dire, dans la situation de l'échec, mais là peut-être plus spécifique sur la notion de il s'est écoulé toute une année à faire des efforts, des fois énormes, pour arriver quand même à la fin de l'année à une situation de redoublement et devoir recommencer. J'ai envie de dire en plus déchiré de sa classe, parce qu'on avait créé des amitiés pendant une année, et puis on se retrouve avec des plus petits... Comment, en tant qu'enfant, on peut appréhender, et comment nous, en tant que parents, on peut aider son enfant à passer ce cap du redoublement qui peut être assez traumatisant. Alors déjà, je pense que ce qui est important, c'est de dédramatiser le fait de redoubler. Parce que finalement, c'est pas la fin du monde. C'est une année qui va être faite, c'est pas grave. Donc en tant que parent, on peut déjà amener ça comme ça. Au moins, c'est des choses que tu as déjà vues, donc tu vas pouvoir
retravailler les éléments qui étaient peut-être un peu difficiles à comprendre. Et puis l'enfant, il va vite comprendre aussi que c'est pour son bien. Maintenant, ce que j'ai pu remarquer avec plusieurs enfants que j'ai côtoyés qui ont redoublé, c'est qu'en fait, eux, ils ne le prennent pas si mal que ça. En général, ils se disent plutôt trop bien, ça va être facile. Une petite année tranquille. Donc, oui. Alors, pas tous. Il y a ceux qui vont être peut-être un peu stressés de la situation quand même, en se disant « Oh mon Dieu », puis justement, mes copains, ils continuent. Mais dans les écoles, souvent, il y a plusieurs niveaux, donc ils se connaissent tous. Donc, ils savent qu'ils passent encore les récrés ensemble. Enfin, c'est vraiment dédramatiser ça, parce que finalement, c'est pas si terrible. Et ils le vivent en règle générale assez bien. C'est plutôt nous, en tant qu'adultes, où on se dit « Mon Dieu, le pauvre, mais comment ?» Puis quand on discute avec l'enfant, il dit « Mais comment c'est pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ? Est-ce que... Comment tu sens par rapport à ça ? Comment... Ah, mais c'est trop bien, parce que mes maîtresses, je les adore. Ouais. Ah, ok, donc c'est pas si négatif. Enfin, donc c'est aussi ça, c'est faire le pas de se mettre à la place de l'enfant, puis se dire, mais lui, il en est où par rapport à ça ? Parce qu'ils ne le vivent pas tous mal. Ouais. Comme je dis, encore une fois, c'est en tant qu'adulte, on pense que... Puis quand vraiment on regarde avec les enfants, ça passe, ça va. Et puis, peut-être aussi, une chose à mettre en place, c'est par rapport aux camarades de classe avec qui il a tissé des liens, de les maintenir en dehors du contexte de la classe. Oui, exactement. Comme je disais, ils se voient généralement à la récré. Puis après, ça n'empêche pas de s'inviter pour jouer puis continuer de se voir. Et puis, il y a d'autres amitiés qui se créent aussi. Fréquemment, dans les écoles, quand ils avancent d'une classe, quand l'année scolaire recommence, ils font des mix pour que tous les enfants... on ne se comprend pas tous, mais dans la mesure du possible, qui tournent, qu'ils apprennent aussi l'adaptation, la flexibilité, le côté social, d'aller vers d'autres, peut-être ils côtoyaient moins l'année d'avant. Donc, c'est pas... Voilà. Enfin, c'est pas inscrit dans le marbre, non, on se retrouve un peu là-dedans où il va juste se réadapter. Un enfant, ça s'adapte très vite, en général, et très bien. Du moment qu'il est dans un cadre qui est sécurisé et bienveillant, ça se passe assez naturellement. Il va vite se retrouver des copains ou se dire « Ah, mais oui, mais lui, je jouais avec lui l'année passée. Oui, et puis, c'est cool parce que maintenant, on est assis en classe à côté. On se voyait à la récré, et puis maintenant, on est en classe ensemble. Oui, exactement. On arrive à la tradition de ce podcast, qui sont des questions flash. Je vais te poser quelques questions. J'aimerais ton point de vue de manière assez spontanée. Si tu as envie de développer, c'est avec grand plaisir. Si tu as une réponse courte, ça va très bien aussi. Vraiment comme tu te sens à l'aise par rapport à ces questions. Alors, ma première question, c'est talent ou travail assidu ? C'est compliqué ça, parce que pour moi, c'est un mélange des deux en fait. Je pense qu'il y a une part des deux. Je ne sais pas si on a le droit de répondre ça, mais pour moi, il y a une part des deux. Le travail assidu, oui, franchement, en général, ça paye. Oui, ça paye, c'est clair. Mais il y a aussi une part de talent. Il faut un petit quelque chose, peut-être des fois en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je dirais un mix des deux. Disons que là, il y a, comme d'une certaine manière, il y a des choses qu'on est capable de faire et on a un terreau fertile pour pouvoir le faire, et puis d'autres choses, on n'a pas le terreau fertile, puis il faut travailler peut-être un peu plus pour y arriver. C'est ça. Tout dépend de la motivation et de l'envie d'y arriver, en fait. Oui. Merci. Je te propose encore une petite question. Liberté ou limite ? Liberté. Mais attention. Oui. Liberté dans le sens où, pour moi, si on est dans le contexte des enfants, ils doivent pouvoir être libres de rêver, de voir en grand. C'est pour ça, liberté. Où je pense qu'il ne faut pas vouloir leur mettre des œillères. Je trouve ça dommage. Parce qu'un enfant, pour moi, ça doit être un esprit libre par rapport à ça. Limite par rapport aux limites éducation. Parce qu'un enfant a besoin d'avoir des limites claires pour se sentir en sécurité et bien se développer. Donc, de nouveau, il faut les deux. Oui. La liberté de rêver, d'être un enfant, de pouvoir imaginer tout ce qu'il veut imaginer, même par rapport à son futur, il peut vouloir faire tout ce qu'il veut, mais par contre, la limite par rapport au cadre sécuritaire. Sécurité physique, mais psychique aussi.
de savoir, il y a certaines choses qui se font, d'autres qui ne se font pas. Oui. Mais par contre, voilà, au niveau de l'imaginaire, il faut qu'il puisse aller où il a envie. Ça me fait penser d'ailleurs, merci beaucoup, à cette notion de limite et de liberté, finalement d'être libre au sein des limites, au sein du cadre qu'on pose. Moi, j'avais une anecdote à ce propos de quelqu'un qui expliquait que son enfant ils étaient d'une époque de 68 arts, post-68 arts, assez la liberté complète. Ils avaient mis à peu près aucune limite à leur enfant. Et assez tardivement, l'enfant faisait pipi au lit. 11, je crois à peu près 11-12 ans, quelque chose comme ça. Puis bon, ils ont été consultés, et puis quelqu'un dit, le psychologue qu'ils ont rencontré dit, mais quelle limite aucune. Maintenant, apprenez à poser des limites. Alors ça a été très difficile les premières semaines, mais le pipi au lit s'est arrêté quasiment immédiatement. Parce que, en fait, l'enfant avait besoin de savoir quelles étaient les frontières pour pouvoir évoluer dedans. Et donc, merci de l'avoir rappelé. Et puis, dernière petite question, une traditionnelle de ce podcast, c'est plutôt écouter une histoire ou raconter une histoire? Pour ma part, j'aime les raconter. Ouais, je dirais ça. J'aime les raconter, j'aime les faire vivre, parce que je m'adresse typiquement à mes enfants. Et j'aime les voir s'imaginer ce que je suis en train de leur raconter. C'est un peu ça. J'aime bien faire les voix des personnages, et puis je les vois, puis ils rient, et puis ils s'imaginent, et puis après ils me disent « Tu sais, moi je voyais trop quand t'as dit ça. » Donc, moi j'aime le fait de raconter et de voir peut-être leur émerveillement à imaginer ce que je suis en train de dire. Ouais. Oui, merci. Mais c'est effectivement, les voix, je trouve ça très intéressant que tu en parles, parce que c'est vrai que c'est un sujet que nous on aime bien mettre en avant, avec l'idée de justement incarner l'histoire, parce que c'est comme ça qu'on va éveiller leur intérêt et qu'ils vont développer, ne serait-ce que comparer, si je compare ça à une liseuse, je lisais récemment un article à ce propos, si on met une liseuse et puis c'est la liseuse qui lit l'histoire et qui a, en fait il y a peu les émotions et il n'y a pas tous les mouvements de la bouche, les expressions faciales, les émotions. Exactement. Et ça tisse le lien, déjà ça tisse le lien parent-enfant. Et puis par rapport à nous, ce qui nous intéresse aussi, la linguistique, l'apprentissage de la langue française et le développement de l'expression, ne serait-ce que de pouvoir voir comment le visage se transforme, comment la bouche, elle prononce les sons en articulant, ou au contraire en parlant la bouche toute fermée, ça va créer un contexte où la langue va prendre finalement matière. Et c'est très intéressant justement cette idée de raconter une histoire par rapport à ces émotions-là, à la transmission. Oui, et puis justement, ça permet, après, eux, ils sont tout contents de revenir. C'était drôle quand tu as dit ça. Oui. Ah oui, c'était drôle. Et on peut faire tout un travail justement sur les émotions, sur qu'est-ce que le personnage a ressenti et qu'est-ce que l'autre, du coup, qu'est-ce que ça induit chez l'autre. Et c'est tout des choses qui sont importantes dans le développement de l'enfant. Donc oui, les histoires, ça a vraiment un sens pour eux aussi, en fait. Plus que juste de ce qui est dit, mais de compréhension des émotions, de compréhension de si je fais ça, l'autre va réagir comme ça, de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, de pouvoir être capable de les reconnaître, de les comprendre, et puis de réguler par rapport à ce qu'on veut obtenir. On ne veut pas que le copain il soit triste, on veut pas... Et tout ça, ça passe aussi par les histoires, par le fait de, ah mais oui, je me souviens que dans l'histoire que tu m'as lue, la princesse, au hasard, a fait ça, puis ça a fait que lui, donc moi, si je fais ça, et ils peuvent créer aussi des liens entre eux, entre les choses qui se passent, les émotions qui vont ressortir, puis ils grandissent par rapport à ça aussi. Ils mettent ça en pratique, et c'est assez chouette de voir que finalement, oui, ça peut paraître être une histoire un peu... toute simple, un peu... Et finalement, non. Non, ça leur est vraiment bénéfique pour beaucoup, beaucoup de raisons. Puis moi, je trouve que ça participe aussi à tisser une histoire familiale, dans le sens où il y a un événement qu'on a partagé en commun, qui est cette narration de cette histoire, de ces émotions qu'on a ressenties, le fait qu'on revient là-dessus quelques jours après ou quelques heures après, et que ça va participer, ça va faire partie de la culture familiale commune, la lecture de cette œuvre. Moi, je pense à... Nous, on a lu beaucoup les Poppy et Sam, qui est l'histoire de la ferme des pommiers. Et ça a vraiment créé avec les enfants, de temps en temps, il y a des petites anecdotes qui ressortent de ce livre-là, qu'on a lu à plusieurs et qu'on a lu de nombreuses fois. Et de dire, voilà, ça a créé, c'est un livre qui fait partie presque fait partie de la famille, et qui va permettre de tisser un lien, et qui va permettre de dire, mais tu te rappelles,
par exemple, quand ils sont en train d'écrire certains mots, tu te rappelles, par exemple, ce mot-là, il est dans cette histoire-là. Tu te rappelles, tu l'as vu, tu dis, ah oui, attends, je crois qu'il y avait cette lettre-là, il y avait... Ah oui, puis il se passait ça ensuite, et puis ça commence à donner même des idées pour des compositions, des rédactions. Donc, je pense que c'est vraiment... En tout cas, c'est quelque chose que nous, on trouve central de partager la lecture en famille. Oui, alors dans le même, une petite anecdote chez moi, c'était les 3 petits cochons que j'avais transformés en les 3 petits grognons. Ah. Voilà, quand ils étaient encore que 3 et pas encore 4. Et du coup, à chaque fois, oui, chacun des petits grognons était un des enfants. Et c'était très rigolo parce que du coup, ils reprenaient eux-mêmes, suivant les activités qu'ils faisaient. Ah oui, hein, t'as un petit grognon. Et puis, et c'était vraiment chaud. Et c'est vrai qu'on a... on a un peu grandi tous avec ces histoires. Alors ça, c'en est une parmi d'autres, mais c'est vrai que celle-ci, ils aimaient beaucoup, donc on la lisait assez fréquemment aussi. Alors ça amène quelque chose, et c'est des moments, oui, ça fait, comme tu dis, ça fait partie de la famille. C'est des moments de complicité, et c'est des moments de lien aussi, parce que on se découvre un peu aussi au travers de comment on réagit par rapport à ce qu'on a lu, parce qu'on va pas tous ressentir les mêmes choses. Donc là, eux, ils vont se dire, en fait, c'est rigolo, maman, elle fait des voix, maman, c'est un peu un clown. Ça change du rôle, comme on parlait des devoirs. Oui, ou maman, elle n'est pas drôle parce qu'elle est sérieuse. Non, il y a ce côté où on se dit, en fait, il y a un temps pour ce qu'on fait. Et du coup, ça va définir les moments où on peut rigoler, les moments où, oui, il faut être un peu plus concentré. Donc, même par ces moments d'histoire, oui, on crée des liens et on montre aussi différentes facettes, différents moments dans la journée, dans la famille. Et ça amène, je pense que ça amène vraiment quelque chose d'intéressant. Oui. Puis je vais aussi prendre un peu le contre-pied en disant qu'il y a aussi le fait d'écouter, nous, l'histoire que l'enfant nous raconte quand il va prendre le livre, puis qu'il va justement essayer d'imiter. Oui. Et on parlait dans un épisode précédent justement des jeux d'imitation pour les compétences fondamentales. Justement, il y a cette notion d'imitation où l'enfant va essayer de faire comme nous on les a racontés, pour les raconter à nouveau, puis s'approprier lui-même le texte, et puis justement de découvrir... si je prends un exemple que j'ai en tête, l'enfant qui rate toutes les ponctuations. Et puis me dire, mais regarde, la ponctuation, c'est là où tu vas amener l'émotion, le petit moment de suspense, la phrase qui reste en suspens. Et donc, nous, en tant qu'adultes aussi, d'écouter l'histoire racontée par l'enfant, c'est aussi énormément positif. Ah, tu te rappelles comment tu avais raconté ça, ou comment tu avais interprété l'émotion, parce que tu comprends en fait le texte en le lisant. Tu as une écoute... tu as l'écoute attentive du fait que toi tu écoutes en tant qu'adulte, en tant qu'adulte tu écoutes attentivement, et l'enfant lui va pouvoir aussi intégrer les émotions en les interprétant. Oui, exactement. Et après c'est assez génial quand il y a le plus grand ou la plus grande qui se dit qui dit aux autres, Disney, c'est moi qui vous lis l'histoire, et juste même sans forcément être dans la pièce, mais moi j'adore juste écouter. Je dis ah ouais, c'est pas mal. Et ils rient, après ils mettent en scène, ils prennent leur petite pluche et puis ils jouent ce qu'ils viennent de lire. Voilà, ils en font quelque chose. Et après, ils ont aussi plaisir à faire des livres eux-mêmes. Oui. Et ça, je trouve génial. Tout à coup, ils disent, ah mais oui, on va faire l'histoire. Et puis ils se mettent dans l'histoire. Et ça met encore plus ce côté lien. De se dire, oui, on est une famille, mais en plus de ça, dans le livre aussi. On est aussi ensemble et puis on fait toutes les aventures ensemble. D'ailleurs, ça peut être intéressant, effectivement, en tant que parent, d'inciter l'enfant, d'inciter soit son enfance unique, ou si on est il y a une fratrie, de se mettre ensemble à créer justement une œuvre commune. Oui. C'est pas forcément, ça vient pas forcément spontanément à tous les enfants, de dire tiens, aujourd'hui l'activité c'est de créer un livre. Je sais que mes enfants, ils aiment bien de commencer par la première chose à faire, c'est d'abord de faire matériellement le livre avec les feuilles, pour ensuite commencer à écrire dedans. Et ça peut être l'idée, aujourd'hui, le bricolage du jour, c'est on fait un livre, et après, comment on le remplit. Et ce qui peut être intéressant, c'est de demander à l'enfant de créer, lui, les personnages, pour voir comment il représente papa, comment il représente maman, comment il se représente, parce que ça peut aussi montrer certains schémas qu'il y a à la maison, peut-être inconscients, puis là il les fait, il les crée, donc ça les met un peu en lumière,
Donc ça peut être assez rigolo. Oui. Ou Et la taille des personnages, ou enfin il y a plein de choses comme ça qui sont très très intéressantes. Oui, et par le dessin et par l'écriture. Oui. On peut voir aussi les mots qu'ils vont choisir pour décrire tel Exact. personnage, puis Ouais. peut-être réveiller certaines choses ou nous transmettre un message inconscient à Exactement. travers le choix des mots que... Oui, des fois c'est plus facile pour l'enfant de le faire sous cette forme. Mhm. Parce que parfois c'est compliqué de trouver les mots, de Le trouver moment. le moment, exactement, pour oser peut-être dire qu'il y a quelque chose qui convient pas trop, ou qu'ils aimeraient faire ça différemment. Et voilà, de le faire sous forme d'histoire, ça peut permettre tout à coup de sortir quelque chose. Et puis après c'est aux parents d'accompagner l'enfant dans cette démarche. Mhm. Je te remercie pour ces questions flash on s'est un petit peu attardé, mais tant mieux. Je crois qu'on avait, toi et moi, des choses à raconter à ce propos. Et C'est ça. c'est l'objectif de ces questions hyper courtes, de réveiller au contraire plein de débouchés. On arrive gentiment au terme du podcast. J'aimerais te remercier pour la discussion que nous venons d'avoir. C'était très chouette et on a pu voir aussi des éléments qui peuvent aider les parents à améliorer la situation à la maison, surtout, ne serait-ce de point de vue des devoirs, mais aussi de manière générale dans le cadre familial. C'était agréable de pouvoir parler justement de ce lien parent-enfant et de voir comment on peut aider les parents, comment les parents eux-mêmes peuvent s'aider finalement Oui. à mettre en place des dynamiques à la maison qui sont positives et qui vont vers un mieux, et pas au contraire qu'on avait parlé d'un cercle, d'une spirale où on s'enfonce dans toujours « ah, ça va mal se passer » et ça va être de pire en pire, et au Exact. contraire de trouver un moyen de briser cette spirale pour aller vers quelque chose de positif. Donc je te remercie beaucoup pour cette conversation. Et est-ce que tu aurais un petit coup de pub à passer pour ton cabinet, ta consultation à EIPAND? Oui, écoute, merci à toi déjà pour ce temps de parole. Si vous sentez le besoin d'une écoute attentive, un petit coup de pouce, juste un petit accompagnement, ça n'a pas besoin d'être forcément quelque chose qui prend beaucoup de temps. Des fois, c'est juste retrouver un équilibre, un peu de sérénité au sein de la famille. N'hésitez pas. Je suis dans un cadre magnifique au Château d'EIPAND, donc vous pouvez sans autre aller voir mon site internet www.sophieferra.psychologue.ch et vous aurez toutes les informations. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne continuation et Merci. à bientôt. Avec plaisir.